De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 8 décembre 2017. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci de nous retrouver. C'est De quoi je me mêle. Toute l'actualité high-tech, vous le savez, chaque vendredi à la fois sur rmc.fr et 01net TV et YouTube. Est-ce que votre Wi-Fi marche bien à la maison? Est-ce que vous arrivez à regarder, par exemple, De quoi je me mêle au fond de votre baignoire, dans la salle de bain ou peut-être dans votre chambre, ça saccade? Écoutez, tout à l'heure on vous donnera quelques petits conseils pour améliorer la couverture de votre maison, de votre appart en Wi-Fi. Il y a pas mal de solutions qui existent. Je vous rappelle que vous pouvez réagir au contenu de Quoi je me mêle avec Twitter et le hashtag DQJMM et puis bien sûr sur la page Facebook de Quoi je me mêle. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et c'est le club de la presse IT tout de suite avec Eric Le Bourlou. Salut Eric. Bonjour. Rédacteur en chef de 01net.com et Emmanuel Torregano qui est là cette semaine. Salut Emmanuel. Bonjour. Le cofondateur de electronlibre.info. Voilà. Et dans un instant, on va évoquer cette guerre entre Google et Amazon. On va aussi parler de ce nouveau Messenger et de ce nouveau Facebook pour les tout petits, en tout cas pour les moins de 13 ans. Ouais. Mais on va débuter, Eric, par Microsoft qui lance une nouvelle famille de PC qui s'appelle les Always Connected PCs. Voilà. Les PC toujours connectés. Oui. Voilà. Alors c'est Microsoft et d'ailleurs c'est Microsoft, ce ne sont pas des surfaces, ce ne sont pas des produits Microsoft. Avec ses partenaires bien sûr. Voilà, c'est notamment HP, Asus et Lenovo qui vont être les premiers à faire ces PC là et leur particularité à ces ordinateurs, c'est qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des PC. On peut dire que ce sont des PC, mais en vrai, un PC, normalement, ça tourne avec une architecture x86. Et en l'occurrence, ces PC-là, ce n'est pas une puce Intel qui est dedans. Ce sont des puces Snapdragon de Qualcomm. Ça a d'ailleurs été annoncé lors d'un événement Qualcomm. C'est une annonce conjointe entre Microsoft et Qualcomm. J'imagine que Qualcomm est très content d'arriver sur les PC. Carrément, oui, je pense qu'ils sont assez contents. C'est la même puce qu'il y a dans les Galaxy, par exemple. C'est des Snapdragon 835, donc ce sont des puces haut de gamme qui sont traditionnellement utilisés dans les smartphones, ouais, effectivement. Et c'est un peu une révolution pour les PC, qui... normalement, il ne s'appelle pas PC, vu que en fait, un PC, normalement, ça tourne avec un processeur x86. Mais on va le voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, alors, ils sont quoi? On dit, ça ressemble à un PC. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un PC classique. Alors, ils se veulent ultra fins. Alors oui, il y en a effectivement un qui est très fin, l'autre modèle qui a été annoncé n'est pas si fin que ça, mais ils ont quand même quelques fonctions spécifiques. C'est que Microsoft veut agir sur deux choses avec ses puces Snapdragon. On sait que ARM, ces puces ARM qui ont un jeu d'instructions plus réduit que les puces Intel, ont une particularité, c'est qu'elles sont excellentes d'un point de vue autonomie. Donc Microsoft, avec ses PC, vend, alors on n'a pas encore testé évidemment, on les a pas encore eu en main, mais nous vend une autonomie énorme de plus de 20 heures en utilisation et de carrément des semaines en veille. Ça c'est leur, on va dire, c'est leur truc de dire, voilà, vous avez acheté un PC comme ça, vous êtes tranquille. Alors que le meilleur PC en utilisation, c'est 10 heures, quoi. Un petit peu plus, on peut trop. Oui, mais c'est vrai que c'est en fonction de la batterie, ça peut changer, etc. Mais c'est vrai qu'au-dessus de 10 heures, ça commence à être compliqué. L'autre point d'entrée pour eux, et voilà comment ils le vendent, c'est de dire qu'ils sont instantanément démarrés. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre 3 secondes avant que votre ordinateur sorte de veille. C'est snappy et ça doit marcher dès que vous l'ouvrez, dès que vous appuyez sur l'écran dès que vous touchez l'écran pour le démarrer. Donc voilà, ils veulent que ce soit des machines en fait qui soient aussi, on va dire, naturelles à utiliser et avec une autonomie digne d'un smartphone, même si les smartphones n'ont pas une autonomie si géniale que ça au final. Mais voilà, donc c'est ce qui est surtout surprenant, c'est que ce sont effectivement des PC avec des puces de smartphone à l'intérieur. Et de la 4G. Et j'oublie ça, oui, tout à fait, c'est très important de le dire. Always Connected PC, pourquoi ? Parce que c'est effectivement, ils sont Wi-Fi évidemment, mais ils sont aussi 4G, donc dans le cahier des charges des constructeurs de ces ordinateurs, il faut absolument qu'il y ait une carte SIM dedans pour qu'on puisse se connecter quand on veut. Donc on est et Microsoft a intégré une petite techno dans son OS dont on va parler, qui est un peu spécial, qui lui permet en fait de passer assez facilement, normalement sans problème, de la 4G au Wi-Fi en fonction du meilleur réseau qu'on a, etc., etc. Voilà. Bon, Emmanuel, c'est un PC, sauf que c'est pas un PC. C'est un PC, c'est pas un PC, et en même temps, c'est peut-être l'avenir du PC.
Il faut bien, il l'a très bien dit là-dessus. Il y a une histoire que Microsoft se raconte depuis très longtemps et tous les vendeurs qui sont partenaires avec Microsoft, c'est qu'est-ce qu'on fait après le PC. Alors on a essayé les tablettes avec les Surface notamment, puis il y en a eu d'autres un peu avant, mais on les a vite oubliés. Et ça a bien marché dans les publicités. C'est vrai que ça marchait bien aussi dans les magazines spécialisés où on montrait ces objets, c'était très efficace. Les gens n'achètent pas. C'est un vrai problème, les gens n'achètent pas. Donc il faut trouver quelque chose d'autre, parce que les gens finalement qui ont eu un PC pendant très très longtemps, ils sont très accrochés à ça. Ils aiment bien le vrai clavier, ils aiment bien cette espèce d'environnement, voilà, où on vous demande des combinaisons de touches, toutes ces choses-là. On a fini par s'y attacher. Voilà, et puis on a tellement l'habitude de cette ergonomie-là qu'elle est en nous, quoi. Et aujourd'hui, on se sert d'un PC de manière... Enfin, c'est le prolongement de nos mains et de nos doigts. Oui, bah c'est sûr qu'on a maintenant. Enfin, en gros, la tablette, en l'occurrence, n'a pas tué le PC. Non. Ce qu'on pouvait croire à une époque. Oui. Ce qu'avait. Ça, je pense que c'est pas fini cette histoire-là. Mais Alors, en tout cas. Pour l'instant, la tablette, les ventes de tablettes sont plutôt en berne. Alors les ventes de PC se portent pas non plus extrêmement bien, mais le PC en matière de productivité très reste loin. Incontournable. Oui, bien sûr. Mais, alors juste une précision là-dessus. Les PC, il y a eu un grand mal du PC pendant très longtemps, c'est qu'on l'a vendu pas très cher en se disant que tout le monde allait l'utiliser. Exactement. Et puis à la fin, il prenait la poussière et personne ne l'utilisait. La tablette, c'est pas exactement comme le smartphone d'ailleurs. Ce sont deux objets informatiques que les gens finissent par utiliser réellement. C'est une grosse différence avec le PC. Donc on vend toujours beaucoup de PC, notamment parce qu'il y a les professionnels qui en achètent. Mais dans le grand public, il y avait quand même un sérieux ralentissement, même si la tablette, c'est pas non plus... Encore, bon, je ne sais plus combien exactement ça fait, mais il doit y avoir une centaine de millions par an, ce qui n'est encore pas énorme. Enfin, c'est considérable, mais ce n'est pas non plus énorme par rapport au marché du PC. Donc Microsoft, ils se sont toujours raconté cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait après ? Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. L'ARM, donc ARM, voilà, qui est une espèce d'architecture qui permet en effet de consommer peu, d'être très connecté et qui avait été lancée essentiellement pour les mobiles. Enfin, au début, c'était pas vraiment pour les mobiles, puis après, ça a été récupéré par les mobiles et on a fini par le faire. C'est certainement l'architecture d'avenir. D'ailleurs, d'autres constructeurs, pour pas nommer Apple, sont en train de bosser sur leur réfléchir là-dessus aussi. sont en train de bosser sur leur propre puce pour sortir certainement un MacBook qui sera lui aussi armé de ce ARM. Vous avez vu le jeu de mots. Oh, c'est beau. N'est-ce pas pour aller concurrencer, en effet, ce segment qui est en train de naître. Et là-dessus, moi, je tire mon chapeau à Microsoft d'avoir sorti en premier ce type d'architecture. Parce que, en effet, le PC Always Connected, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, il faudra voir leur performance et tout ça. Mais qu'on l'ouvre et qu'il démarre instantanément pour un PC, c'est un gros pas en avant. Enfin, cela dit, moi, écoutez, j'ai un Windows 10 là sur ce PC. Il démarre en 3 secondes. Oui, c'est vrai. Oui, Windows 10 démarre très vite. Windows 10, c'était un très bon OS, ça fonctionne très bien. On est plus sous Windows XP où il faut attendre parfois une minute avant que tout charge. Mais il y a quand même une astuce sur ces ordinateurs dont il faut parler. C'est-à-dire que c'est Windows 10, certes, et c'est le Windows 10 que vous connaissez sans doute, que tout le monde connaît. Sauf qu'il y a une petite astuce, c'est pas Windows 10 tout court, c'est Windows 10 S qui est dans ces PC-là. Et c'est Windows 10 subterfuge. C'est un Windows 10 qui est un peu particulier, dans le sens où c'est un Windows 10 où vous ne pouvez pas installer toutes les applications que vous voulez. C'est un Windows 10 qui est bridé, et qui est bridé aux applications que propose Microsoft sur son store. Comme le Google Play Store, comme l'App Store. Microsoft a aussi son store que vous connaissez sans doute si vous utilisez Windows 10, qui n'est pas forcément génial d'ailleurs. Personne n'utilise d'ailleurs entre nous. Personne n'utilise, il y a quelques personnes qui utilisent quand même, mais en vrai, il manque de sérieuses applications pour qu'il soit complètement intéressant. C'est d'ailleurs, ça a été l'échec de Windows Phone, il n'y avait pas assez d'applications sur ce store, donc voilà. Et donc ce Windows 10 S vous oblige à passer par... donc je vais installer un programme que par exemple, je prends VLC, qui est un truc qu'on a tous sur notre PC. Ouais. Je ne peux pas l'installer avec en l'occurrence, si je ne m'abuse, VLC est disponible sur Windows Store. Mais par exemple... Alors c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple, mais par exemple, n'importe quelle application Google, Google refuse de poser ses applications sur le Windows Store, ou les jeux Steam, par exemple, si vous avez plein de jeux sur Steam et que vous voulez jouer à vos jeux Steam indés sur votre PC ultra portable Always Connected, vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas le droit vous ne pouvez pas utiliser tout simplement les applications Win32 traditionnel. C'est d'ailleurs normal en fait dans un sens puisque a priori c'est de l'ARM, donc ce n'est pas la même architecture, donc il faudrait recompiler ces programmes, etc. etc. Mais Eric, ça fait quand même penser à l'incursion de Microsoft il y a quelques années avec le début des Surfaces. Oui. On avait Windows RT. Il y avait Windows RT. Oui.
qui Tout à fait. était une surface qui était pas chère, Oui. avec un Windows 8. C'était la toute première surface à qui était l'époque. avec Windows 8. Ouais. Voilà, qui était, on va dire, Oui. bridé. On ne pouvait pas installer justement tous les programmes. On n'avait accès qu'au Microsoft Store. Et exactement, et ça a été un échec énorme, Cuisant. un bid absolu pour Microsoft, cette surface. Hein, ils en ont. Mais alors ils ont- pourquoi ils ont- ça ils en marcherait avaient- maintenant? Alors, parce qu'il y a une petite différence quand même. Avec, avec la Surface RT, la toute première tablette de Microsoft, et cet échec total qui a été Windows 8, Windows RT, on va dire, qui tournait déjà sous ARM. La différence, c'est que là, vous pouvez installer un Windows normal si vous avez envie. Microsoft vous le propose. Alors qu'avec avec les tablettes de l'époque, on ne On ne pouvait pas. c'était impossible. L'architecture technique ne permettait pas d'installer un Exactement. Windows normal. Là, Microsoft, ils l'ont présenté depuis quelques temps dans leur conférence développeur, a développé une technologie d'émulation sur ARM des applications Windows traditionnelles. Donc vous pouvez, si vous avez envie, alors c'est pas quelque chose qu'ils recommandent forcément. Ils disent ouais, si pour garder les performances optimales, restez quand même sous Windows 10, Mais au etc. pire, si Mais vous si n'avez vous pas le voulez, choix, Mais si vous voulez, alors on manquera pas de tester tout ça évidemment, mais si vous voulez, vous pouvez passer à Windows 10 Pro. Donc là, ça se fait, alors ce sera sans doute gratuit un temps, puis après il faudra peut-être payer un petit peu. Mais en tout cas, vous passez à Windows 10 Pro, D'accord. et là vous pouvez avoir accès à vos applications traditionnelles qui seront émulées. Et seulement les applications 32 bits, alors c'est un peu technique, mais pas les applications 64 bits, et certaines applications ne fonctionneront pas, notamment celles qui atteignent un certain type de driver qui atteignent le menu Windows. Enfin bon, la plupart des applications vont fonctionner en mais 32 en bits. gros, on ne pourra pas installer un jeu et jouer sur Alors, ces machines-là. Parce que jouer à un jeu, ça dépend lesquels. Il y a des jeux qui Enfin, devraient tourner. toutes les applications gourmandes sous x86 qui seront émulées vont se retrouver. En tout cas, il n'y aura pas des performances exceptionnelles, D'accord. ça c'est sûr. Par contre, ça pourra dépanner. ça peut vous C'est un dépanner. peu aujourd'hui comme un Mac qui va émuler un Windows. Et dans certains non. cas, si on a besoin, non, c'est pas la même chose. Non, parce que le Mac, vous avez un double boot. Vous pouvez Oui, booter pour à la bootcamp, fois ouais. en PC et en Windows. Donc c'est du pur Windows. On utilise la Ouais, mais puce il y a une Intel émulation qui est à Windows l'intérieur. aussi, non, je crois, sous Mac. Je suis pas un spécialiste. Non. Non. Enfin, Non, on peut c'est acheter un double. logiciel pour On le peut, faire voilà, avec mais ça, Parallels, les etc. performances mais- sont catastrophiques. Mais non, le Mac est un PC comme les autres, on a toujours l'habitude de le Exactement. dire. Et donc on peut démarrer un Windows dessus. Il y a même des mappings de clavier qui sont très efficaces. On retrouve à peu près tout. Gestion On est de obligé d'éteindre la machine et de la rallumer. Oui, c'est un double, c'est un double boot, ouais, c'est c'est un switch off and on again, aussi simple que ça. Et ça redémarre automatiquement sur Windows. Et à ce moment-là, on a un très bon PC sous Windows, avec le hardware qui va avec, qui est plus solide, quoi. Mais en effet, oui, la question qui se pose aujourd'hui de l'émulation chez Microsoft, c'est une vieille histoire. Ils ont acheté un émulateur, je me rappelle plus le nom, on parlait tout à l'heure, il y a une dizaine d'années, et ça a toujours été un peu leur talon d'Achille. C'est-à-dire, c'est ce que vous dites tout à l'heure, les 32 bits vont fonctionner, les 64 ne fonctionnent pas. Autrement dit, on reste dans la préhistoire du logiciel, pour être clair. Certains vont fonctionner, les jeux n'y comptaient pas. Enfin, si, on voit bien dans la démonstration, on joue très bien à solitaire sur les Windows PC Lost les, jeux, Connected. les jeux du Windows Store Donc fonctionnent. c'est quand même vachement efficace de pouvoir jouer à ça. Mais en même temps, est-ce que vraiment c'est ce qu'on demande aujourd'hui, un petit PC qu'on Non, emmène mais c'est partout clair, et c'est qui est clair, léger c'est clair. et qui va répondre aussi rapidement que votre smartphone? Non, ce qu'on lui demande, c'est, alors ils le disent d'ailleurs, c'est de regarder du Netflix dans les transports, c'est d'utiliser son mail, Oui, les et réseaux d'avoir sociaux. Office, D'avoir voilà. un exactement. petit Office Lite certainement, parce qu'à mon avis ça ne sera pas une version totale, comme d'habitude, et de pouvoir donc faire les quelques gestions de documents dont on a besoin, éditer, envoyer, recevoir. Voilà, c'est à ça que ça sert aujourd'hui. Si vous voulez jouer, achetez-vous un vrai PC de jeu avec un vrai écran, parce que c'est quand même autre chose, et même voir acheter une console. Voilà, on est Ouais. là-dedans. C'est la Eric, segmentation oui, tout à fait. des usages. Tout à fait, ouais. Ça sort quand et à quel prix? Ça sort au printemps. À partir de, je veux dire à partir de, parce que je pense qu'il y aura tous les prix, à partir d'à peu près 600 €, 600, 700 €. Ah oui, donc ça ne sera pas du low cost. Non, c'est pas du low cost. Alors il y en aura peut-être en low cost, mais ce sera pas forcément du low cost parce que dans le cahier des charges, là on le voit aussi dans la vidéo, si vous nous regardez en vidéo, a priori ces PC auront tous le support de certaines techno Microsoft comme évidemment l'écran tactile, mais aussi l'encre électronique, le pen, leur stylet qu'ils Donc ont tous déjà les sur écrans sont surface. compatibles avec le stylet A priori. de Microsoft. Donc ce sont pas forcément des machines qui vont être pas Oui. chères. Je pense qu'il y a quand même, je pense qu'ils veulent éviter le syndrome netbook sur ce genre de choses, Qui était catastrophique. ouais. qui a été un petit peu problématique pour les PC effectivement. Donc ça va sortir effectivement. Mais alors moi ce qui me fait un petit peu peur quand même pour eux, c'est qu'on va se retrouver quand même comme à l'époque de Windows RT avec des PC on va dire sous Intel.
Et à côté, dans les magasins de ces PC-là, il y aura d'autres PC qui seront sous armes, où il va falloir expliquer aux gens que ce n'est pas exactement la même chose. C'était le gros problème à l'époque des surfaces. Voilà, il y avait un gros Personne ne comprenait. Exactement, il y avait deux produits similaires qui n'avaient pas du tout les mêmes fonctions. Et là, ça va être un petit peu pareil. Alors là, la promesse, elle est différente. Effectivement, c'est une promesse d'autonomie, de toujours connecté, etc., etc. Ce qu'on peut dire aussi quand même que c'est un espèce de retour de Microsoft par la bande sur la mobilité. Microsoft a complètement raté le virage mobile. Smartphone. Voilà, on sait pourquoi. On va pas revenir là-dessus. C'est un petit peu. C'est douloureux chez eux. Mais par contre, effectivement, là, en s'associant avec Qualcomm et en disant clairement dans leur marketing, ça combine le meilleur du PC, le meilleur du smartphone. C'est un nouveau type d'appareil, etc., etc. C'est aussi un moyen pour eux de revenir sur un marché qui était complètement abandonné. La revanche de Microsoft sur la mobilité. Voilà, on va voir si c'est ça pas va gagné. marcher. C'est pas gagné, non. On va voir. Bon, voilà. On verra bien. C'est vrai qu'il y en a un qui doit avoir un peu les boules, c'est Intel dans cette histoire-là, parce que est-ce que c'est le début de la fin d'Intel et du Windows 10 que l'on connaît? Est-ce que c'est peut-être le début d'une transition? C'est possible. Qui est amorcée par Microsoft. Et comme le disait Emmanuel aussi, il n'y a pas que Microsoft, il y a aussi Apple qui s'intéresse beaucoup à ARM et qui pourrait effectivement, dans un futur plus ou moins proche, passer à ces puces-là pour leurs ordinateurs. En tout cas, leur ordinateur portable. Alors heureusement qu'entre Apple et Qualcomm c'est la guerre, parce que ça permet à Apple d'acheter un peu des puces Intel, parce qu'autrement ça devient un peu compliqué, non, pour Intel? Ah oui, moi je pense que ça devient même très très compliqué. Ça fait déjà quelques temps. Pourtant, ils ont fait tous les efforts possibles ces dernières années. Ils ont eux aussi sont rentrés dans ils ont abandonné l'idée du mégahertz là, qui avait fait tout leur prestige, voire même leur légende pendant des décennies précédentes. Et puis ils sont eux aussi rentrés dans cette bataille le watt pour moins de consommation pour plus de puissance et ainsi de suite. Et donc ils se sont battus sur ces nouveaux ordinateurs sans ventilateur pour pas que ça fasse de bruit, parce que c'est quand même vachement important, c'est vrai, avec une bonne autonomie et en même temps qu'ils puissent faire à peu près tourner tout d'une manière convenable, on va dire. Et là, ils se rendent compte, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu de leur faute d'avoir minimisé la montée en force de cette nouvelle architecture ARM, qui est quand même, qui est pas nouvelle, mais qui commence à venir sur les PC, et ça, c'est une nouveauté. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu, d'une certaine manière, péché là-dessus en voulant absolument rester sur du risque, ce qui n'est pas forcément la bonne idée face à la montée, bah oui, c'est vrai, du marché du portable qui devient un petit ordinateur que tout le monde a dans la poche, et quand vous êtes un géant comme vous avez été, pour Intel, même si ça reste un chiffre d'affaires conséquent, on peut se poser en effet la question aujourd'hui, même pas forcément de son déclin, mais de son rachat. Intel, c'est avant tout aujourd'hui, puisque les puces, ou en tout cas les brevets ou toute l'intelligence qui est derrière, ça sert moins sur le marché. Est-ce qu'en effet, ça ne va pas devenir une cible pour un rachat parce qu'il y a des compétences de la fabrication et démanteler Intel, c'est-à-dire un prend le fondeur, l'autre prend l'architecture. Comme on a fait avec Nokia, d'ailleurs, à l'époque. Exactement, et peut-être d'ailleurs Microsoft. Non, je plaisante. Non, je pense qu'ils en ont marre de balancer des milliards pour rien. C'est clair. Enfin bon, Intel a encore on va dire le salut du côté des joueurs, parce que c'est vrai que si on est un gamer, d'un point de vue puissance, il n'y a pas photo. Un processeur Intel, ça reste les processeurs Intel qui sont les plus puissants. Ils sont pas encore enterrés, mais c'est vrai que il faut surveiller tout ça. On enchaîne avec une autre actu importante. Vous le savez sans doute, si vous avez des enfants, Facebook est interdit aux moins de 13 ans. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez sur Facebook, si vous avez moins de 13 ans, vous ne pouvez pas finaliser votre inscription. Et non. Voilà. Alors bon, évidemment, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'enfants de moins de 13 ans sur Facebook. Ils changent la date de naissance. Évidemment, ça c'est le truc. Mais Facebook essaie malgré tout de prendre le problème à bras-le-corps et vient de proposer en fait un messenger pour les enfants. Exactement, oui, parce qu'effectivement ça les gêne quand même Facebook de pas avoir des enfants de moins de 13 ans sur leur plateforme. C'est un peu dommage. Pourquoi ne pas les convaincre d'utiliser Facebook beaucoup plus tôt, d'où effectivement le lancement de Facebook Messenger Kids, qui est une nouvelle version de Facebook Messenger que tout le monde connaît et qui est devenue un peu la messagerie dominante en l'espace de quelques années, qui est une messagerie effectivement faite pour les enfants. Donc la différence avec le Facebook Messenger, c'est que c'est les parents qui contrôlent l'ajout de contacts, ce que font leurs enfants avec. Donc il y a tout effectivement, on va dire des sécurités qui font que votre enfant va pas. Ce sont les parents. Voilà, et les parents peuvent gérer effectivement l'ajout de nouveaux contacts, etc. Ils peuvent limiter en fait la consommation que font leurs enfants de cet outil. Ça c'est très bien. Ça part d'un bon sentiment.
ça part d'un bon sentiment. Enfin, Ça, oui. Alors, c'est pas que ça part d'un bon sentiment, c'est plutôt une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors, Voilà. est-ce que, Après, je sais est-ce pas, que est-ce qu'un c'est un enfant bon- de 6 ans a besoin d'être sur Facebook Messenger? C'est un autre débat. Mais en tout cas, Mais est-ce qu'il a accès à toutes les fonctionnalités de Facebook ou c'est Non, simplement du messaging et de c'est juste du Parce qu'on messaging voit pour parler à beaucoup sa grand-mère, pour parler d'applications à, vidéo, à ses copains, etc. Mais effectivement, il y a des filtres spécifiques pour les enfants, etc., etc. Moi, ce Ouais, qui on a vu, on peut transformer son visage, etc. Bon, enfin, Voilà. tout ce que les gamins adorent, quoi. Exactement. Et enfin, je précise aussi, parce que ça, il faut le saluer, il n'y a pas de publicité dans ce logiciel. Ça a dû leur faire mal, ça, quand même, à Facebook, de lancer un truc sans pub. Voilà. C'est pas si simple que ça. Exactement. non plus. Enfin, voilà, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a une petite astuce. Non, mais en plus, il se ferait tuer en mettant de la Non, mais, pub sur un. Exactement, sur un c'est logiciel justement comme pour enfin. ça que Facebook est interdit aux moins de 13 ans Voilà, d'ailleurs. c'est C'est ça. parce qu'il ne faut pas que les enfants voient des publicités qui pourraient leur déconvenir. Et puis même, voilà, c'est un peu un petit problème. Mais il y a surtout un truc qui est très amusant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de publicité sur cette plateforme. En revanche, quand l'enfant atteint les 13 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, son compte est automatiquement basculé sur un compte Facebook traditionnel. Donc, il devient en fait un nouveau utilisateur, un nouveau prospect, effectivement. Donc, c'est ça un petit peu l'astuce, c'est que en fait, Facebook va en fait attirer l'utilisation dès le plus jeune âge pour qu'ensuite Rassurer les parents. pour qu'ensuite à 13 ans, tout, pouf, automatiquement, on bascule sur la plateforme classique. Et sur le Facebook, là, quand on a 13 ans, après, les parents n'ont plus les droits d'administrateur. non, évidemment. Là, vous devenez un vrai utilisateur un vrai adulte. Facebook. Pour Facebook, voilà, on est adulte et majeur à 13 ans, les amis. Emmanuel. Alors, plusieurs choses là-dessus. Moi, la première, c'est que vous avez tous compris, il s'agit d'aller chercher Snap. C'est ça la question que se pose Facebook aujourd'hui. Snap qui est en mauvaise posture. Alors, c'est plus ou moins vrai. Alors d'abord, il faut revoir les choses, clairement. Dans le monde du GAFA ou de l'Internet à très haute volée internationale, vous pouvez perdre beaucoup d'argent, ce n'est pas un énorme problème. Ce que fait d'ailleurs Snap. Ce que fait Twitter. Ce qu'a fait pendant longtemps Facebook. Aujourd'hui, Facebook gagne de l'argent, tant mieux. Ils sont un peu les seuls dans ce milieu-là. Je ne parle pas de Google, qui n'a rien à voir avec tout ça, parce qu'eux, si Microsoft a raté le marché du mobile, Google a manqué celui du réseau social. Mais, donc la question que se pose aujourd'hui Facebook, c'est qu'ils sont en train de devenir, ça se voit dans les statistiques, le réseau des personnes un peu âgées. C'est un peu RTL. C'est clair. Et donc, ça sert à quoi? Alors ça, celle-là, je vais la garder. Facebook, c'est le RTL des réseaux sociaux. Mais oui, bien sûr. Alors, vous me direz, RTL, c'est très bien. Ça domine. C'est vrai. Soyons, voilà, Christopher. Mais bon, il n'empêche que dans tout ça, il y a Alain aussi, excuse-moi. Heureusement que RMC, nous ici, on est meilleurs. Voilà. Mais bon, personne n'en doutait. Bien sûr. Et donc la question qui se pose, c'est pour Facebook, c'est comment est-ce qu'on fait pour rajeunir? Alors en effet, on fait, ce que dit très bien Eric, une porte d'entrée pour les jeunes. Alors évidemment, les jeunes, ils sont déjà sur Facebook, puisque tout le monde a eu des enfants qui voulaient avoir un compte à 10 ans, enfin pour ceux qui ont eu des enfants à 10 ans, et à qui on a changé la date de naissance. C'est une évidence, mais il n'empêche qu'il faut faire sérieux. Donc on lance une version Kids, avec des filtres, parce qu'il faut aller concurrencer Snap, parce que Snap, c'est la force, c'est des jeunes qui font des filtres rigolos. Bon, on verra si ça marche, parce que tout le côté administratif par les parents, je pense que c'est assez lourd en réalité, et il n'est pas certain que ça soit, bon, voilà, c'est très bien, ça permet d'avoir une vitrine de la part de Facebook en disant, regardez, on a fait des choses pour être officiellement pour les enfants. En réalité, ça restera une espèce de réseau pirate aussi pour les enfants, d'une certaine manière. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est les familles. Qu'est-ce que fait Facebook? C'est quoi son boulot à Facebook? C'est de récupérer de la donnée sur vos comportements en ligne, on va dire, en tout cas chez eux, pour essayer d'être le plus adéquat possible le jour où on te vend une pub, c'est-à-dire qu'un annonceur va venir s'installer sur ta page. Là, on complète le tableau. C'est-à-dire qu'avant, on avait le comportement des parents et puis on avait le comportement d'autres personnes qui, bizarrement, n'avaient pas le même âge mais étaient inscrits avec un faux âge. Donc, vous aviez des données un peu faussées pour Facebook qui vendait tout ça. Pour les publicitaires, c'est pas intéressant. Pour les publicitaires, c'est pas très intéressant parce qu'on sait bien que c'est faussé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer l'enfant de la famille ou les enfants de la famille dans le grand bain digital dans lequel on va pouvoir, en effet, extraire les données qu'on pourra mieux vendre aux annonceurs, même si...
effet, il n'y a pas de publicité sur Messenger Kids. Oui, mais peut-être que Vous sur savez- sur le Facebook des parents, on aura de la publicité en lien avec le Facebook de l'enfant. C'est tout à fait une possibilité, oui. Puis effectivement, ça permet, comme le dit Manuel, de récupérer encore davantage de données, d'avoir quand même pour un utilisateur de Facebook parent, de savoir qu'il a des enfants. Déjà, ça, c'est une super donnée. Et de savoir effectivement quand ils interagissent. Il y a beaucoup Et de... qu'il a un enfant qui n'est pas né en 1921, ce qui est quand même une grosse Oui, oui. histoire sur Facebook. C'est certain. Je vous rappelle que c'est quand même un intérêt très important. C'est Et clair. tout le monde a connu ça. Apple a connu ça avec iTunes, où tous les enfants ont aussi. Exactement. Moi, j'ai eu des enfants qui ont modifié leur date. Et après, il faut revenir quand ils ont l'âge, donc 13 ans, c'est la même chose, je crois. À ce moment-là, il faut aller voir 13 ans. le compte en disant bon, bah voilà, on va changer la date bizarrement. Ah non, il n'avait pas 23 ans. Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les seuls à faire ça aussi. C'est YouTube a aussi lancé, par exemple, une version Kids de YouTube YouTube, Kids, YouTube ouais. Kids. Et que je pense qu'on va voir ce genre de service pour les enfants Bien sûr. venant des fameux GAFA de plus en plus. Ça va arriver. Peut-être que Snapchat aussi va sortir une version Kids, un de ces quatre, c'est possible. Alors que je crois que plutôt la stratégie de Snapchat, c'est de se tourner pour plus le- vers les adultes. Pour le coup, Snapchat a un problème, effectivement. Parce que c'est justement que les très jeunes qui ils ont un utilisent petit ce problème service. avec ça, oui, c'est-à-dire que ils ont beaucoup d'ados, mais Ouais. c'est pas pour le coup, il n'y a pas beaucoup de gens un peu plus âgés. J'ai l'impression que si on a plus de 15 ans, c'est compliqué, on n'arrive pas à se servir de Snapchat. Alors, je sais pas, hein, mais bon. Bah, c'est juste qu'on n'a pas forcément non plus des contacts qui utilisent Snapchat. C'est Donc, ça. Ouais. Ouais. T'es pas sur Snapchat non j'ai un compte de test, moi. Oui, je, voilà. j'utilise, Moi aussi, mais je C'est fou, n'ai- ça. Snapchat, c'est comme les sites porno. Tout le monde a des comptes de test, a été voir au moins une fois, mais n'utilise pas vraiment. parce qu'on est trop vieux. Vraiment, très je crois, franchement. On est trop vieux. Franchement, quoi. Soyez un peu honnête une fois, quoi. Ouais. Moi, j'ai essayé Snapchat, c'est compliqué quand même. Hein. Bah, disons que non, moi, simplement, c'est le premier service où je me suis dit, je suis trop vieux pour Mais voilà, l'utiliser. c'est ça, mais il faut- Et c'est Mais bien sûr. c'est triste, hein, faut mais se le Pas le dire. sujet sur Snapchat, mais c'est vrai que la refonte de l'interface, moi je l'ai vu dernièrement, enfin je l'ai Oui. testé, elle est pas mal hein, et elle rejoint quelque chose qu'ils essayent en effet de mettre en place. C'est à la fois on garde la messagerie qui est quand même un sexting, faut être honnête, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pour ça que ça fonctionne bien. Les gens à un moment rentrent dedans parce qu'ils s'envoient des photos et des images, hein, voilà, enfin des vidéos. Et puis derrière, il y a tout le côté acceptable et qu'ils veulent vraiment mettre en place, c'est-à-dire faire ce nouveau média du 21e siècle connecté. Donc vous avez vraiment d'un côté la messagerie, de l'autre côté les contenus. Et ça a un peu du sens. Après, c'est toujours le même problème, on a l'impression d'avoir deux applications en une. Donc il y a un moment où il faudra choisir, est-ce qu'on continue à faire une messagerie ou est-ce qu'on est un vrai média avec la géolocalisation et toutes ces Ouais, choses-là c'est ça. qui est plutôt bien foutu. Et puis Instagram qui est dans le Oui, qui- surtout qu'en plus Snapchat s'est fait pirater, Attends, on va tournant, dire, hein. violemment Bien toutes sûr. ses meilleures fonctions, c'est-à-dire les stories, etc., notamment par Facebook. Et donc c'est vrai qu'ils ont plutôt Oui, tendance via Instagram. Alors, Ouais. on a parlé, les amis, de Microsoft tout à l'heure, on a parlé de Facebook, on a parlé de Snapchat, on a un petit peu parlé de Google. Si on parlait d'Amazon, tiens, Oui. hein, c'est L'autre. pas mal. Oui, l'autre. L'éléphant dans la pièce, comme on dit. Le gros, peut-être le plus gros d'ailleurs, finalement. Parce que ça, c'est un sacré match. C'est un sacré match. Amazon, Google. Alors, on savait que ces deux-là s'aimaient pas beaucoup. Hein. C'est comme Apple, Google, ils s'aiment pas trop. C'est comme Apple, Amazon. On voit que enfin l'appli Amazon Prime Video est arrivée sur l'Apple TV. Ça faisait des mois et des années qu'on l'attendait. Ça y est, elle est arrivée. On sent qu'ils font des concessions, hein, tous entre eux, hein, parce qu'ils sont obligés de coexister et de vivre ensemble. Oui. Sauf que là, entre Google et Amazon, ça commence vraiment à se corser. Oui, alors il y avait déjà eu une des prémices de cette affaire il y a quelques temps. En fait, ce qui se passe concrètement, c'est que Google refuse de laisser le fonctionnement de YouTube, refuse de faire tourner YouTube, si vous voulez, sur les produits hardware d'Amazon, notamment la Fire TV, hein, son boîtier TV, hein, qui est leur Apple TV en gros. Un petit Chromecast, quoi. Voilà, et sur leur Echo Show, qui est leur nouvelle version de leur Mais pas sur assistant. les tablettes Amazon, pas sur les Kindle Fire, etc. Alors sur les Kindle Fire, je ne sais, c'est une bonne question, mais je ne crois pas parce qu'il doit avoir une application spécifique qui doit être une application YouTube qui doit fonctionner. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Amazon, pour ses produits spécifiques, a voulu en gros faire une version à lui de YouTube. Et ça, Google le déteste. Google veut que ce soit l'expérience YouTube telle que lui la voit. Donc, effectivement, ça pose problème. Et donc, Google a décidé de couper l'accès à très YouTube. nombreux en France à avoir ces sticks Amazon qui sont très populaires aux États-Unis. En Non, Angleterre aussi, je crois. Mais en France, en fait, déjà, l'Echo n'est pas vendu. Hein, C'est on ça. en a parlé ici Parce déjà. qu'on a des box, on va pas revenir sur le sujet, mais c'est vrai que c'est un Voilà. peu particulier. Bon, après, ici. maintenant, et leur Fire TV maintenant est disponible en France Ouais. par contre. Donc,
Mais bon, et une Fire TV sans YouTube, c'est quand même un peu embêtant. C'est très compliqué et ça, voilà. effectivement, ça nuit au business et aux ventes de ce produit. Mais on peut pas dire que Google soit forcément non plus complètement en tort. Ils ont des arguments pour dire non, on est désolé, on ne veut pas que Amazon ait YouTube. Pourquoi ? Parce que Amazon nous fait aussi la guerre. Amazon refuse ou en tout cas empêche un petit peu de vendre correctement les produits que nous on crée, c'est-à-dire les Google Home, les produits hardware, les pixels, les pixels voilà, et ça. aussi les produits Nest qui sont une autre marque d'Alphabet. Donc effectivement. Voilà, c'est une espèce de querelle en fait qui est à la fois commerciale, mais qui a des répercussions énormes sur sur les clients. C'est le client qui est pris en otage là. Hein. Voilà, entre deux géants qui se font un petit duel comme ça, un petit match de boxe, et c'est assez intéressant de voir qu'effectivement. On a toujours connu ça. Hein. On se souvient, dans une moindre mesure, il y avait Apple qui avait enlevé les produits Bose à un moment des magasins parce qu'ils avaient racheté Beats et ils s'étaient dit voilà, maintenant on n'a plus besoin des produits Bose, on va pousser nos produits, hein, c'est pas con. Non, oui. Il y a eu plein de trucs comme ça. Sauf que là en fait YouTube est devenu tellement incontournable aujourd'hui, c'est qu'il n'y a même pas d'alternative. C'est-à-dire qu'Amazon ne peut pas dire je vais prendre Dailymotion. C'est chaud, hein, Manuel, là. C'est le Yalta. On y est. Ça fait des années qu'on l'attend. C'est Yalta. C'est le Yalta. C'est-à-dire alors je vais faire un peu de pub pour mon site, mais j'ai fait un papier à ce sujet-là il y a quelques temps. Donc electronlibre.info. Voilà, merci. Je fais un peu mon Edwy Plenel. Allez voir sur electronlibre.info. T'as un peu trop parlé d'RTL tout à l'heure, fais gaffe quand même. Non, mais comme disait un célèbre patron de radio, à chaque fois que je vois un corbillard qui passe, je pense que c'est un auditeur d'RTL. C'était le patron de l'énergie qui disait ça. Exactement. C'est très drôle. C'était pour compenser. Alors, donc je disais, c'est le grand Yalta. Ça y est, on y est. Alors, il y a deux éléments qui se conjuguent. On en a parlé la dernière fois. Il y a d'un côté la fin de la net neutralité, parce que quand même, tout ça, ça ressemble un peu à une manière de se dire, mais finalement, si on peut jouer les uns avec les autres, jouer étant entre guillemets, c'est-à-dire si on peut se mettre des pains, pour être clair, en disant, toi, tu as le droit de faire ça, mais moi, à ce moment-là, je fais ça chez moi, et ainsi de suite. On est en train, en effet, petit à petit, d'avoir un partage de ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire sur Internet, selon les objets qu'on utilise. Alors, vous me direz, pour ceux qui me connaissent un peu en ligne, moi, je suis assez pro Apple, donc forcément, savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire, c'est un peu une seconde nature chez nous. On a ça impliqué très, très tôt dans les gènes. Mais on n'avait pas ça avant avec Amazon et Google. Clairement, on ne l'avait pas. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que Google fait un peu sa mauvaise tête avec Amazon, mais Amazon lui répond également. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a un Yalta de tout ça ? C'est assez simple en réalité. Pourquoi est-ce qu'Apple file $1 milliard à Google pour être le moteur de recherche par défaut ? Pourquoi Google met $1 milliard à Apple pour être le moteur de recherche par défaut d'iOS ? Parce que chacun a une part très importante du marché et chacun veut être chez l'autre. Et pour le faire, il faut négocier. Et pour commencer à négocier à l'américaine, c'est un peu comme Trump avec le Moyen-Orient, on commence par taper, puis après on regarde ce qui se passe. Et les Américains, ils sont très forts là-dessus. Et ils aiment bien le faire, et ça peut durer des années. C'est ça qui est très étonnant avec eux. C'est que là, ils ne sont pas du tout en train de se taper dessus. En fait, ils sont en train de négocier. C'est comme disait Audiard, je parle pas, je tape pas, je discute. C'est exactement ça. Ils sont en train de discuter. Je disperse façon puzzle. Voilà, et cette discussion, et c'est là où c'est vraiment absolument primordial, naîtra en effet la façon dont le consommateur, qui est le dernier sur la ligne dans cette histoire, pourra ou non utiliser chacun des services ou même changer de service. Par exemple, imaginons que Amazon réussisse son coup et finisse par lancer une vraie bonne version de YouTube qui ne soit pas la version officielle et finisse par l'imposer parce qu'il y a de l'interopérabilité ou des choses comme ça à mettre en place. Il y a toujours une manière d'y arriver, c'est Internet. À la fin, qu'est-ce qui va se passer vraiment pour le YouTube qui est édité par Google, pour dire les choses clairement ? On ne sait pas. Et Amazon, ils ont tout à fait les moyens de le faire. Aujourd'hui, c'est la boîte qui dépense le plus en R&D sur le marché américain. Ils ont tout à fait les moyens à un moment de dire finalement on arrête tout ça. Le client est capital chez Amazon parce que on le voit. Mais le client il veut quoi ? Il veut la vidéo. Enfin, je veux dire, Amazon c'est pas que le Fire TV, c'est aussi tout un écosystème et surtout on achète tout sur Amazon aujourd'hui. Si demain j'ai plus Google sur ma Fire TV, je vais en vouloir à Amazon parce que je vais pas en vouloir à Google. Je vais dire mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, mais la question c'est est-ce que vous serez prêt à changer
En J'aime effet, bien quand votre tu me vie vois, ça me numérique plaît. qui est autour de numérique, oui, enfin, Oui, à Eric et j'ai toi, compris. est-ce que vous êtes prêt, en tant que client, en tant que consommateur, à un moment, quand vous payez 49 € par an pour avoir Amazon Prime, avec la vidéo, la musique et le 24 heures chrono et toutes ces choses-là, est-ce que vous êtes prêt à changer juste pour YouTube? Je crois pas. Et je pense que c'est quand même un gros morceau c'est le YouTube calcul aujourd'hui. Hein. C'est le calcul d'Amazon. Le calcul d'Amazon, c'est de se Il est dire... un peu risqué, on est d'accord. De toute manière, tout est risqué dans cette histoire, c'est du business. Ils en sont là, et faire un Yalta, ça a toujours été risqué. Hein. Regardez, les soviétiques, ils n'étaient pas contents après. Bon, et ben là, c'est la même chose. On va se retrouver, quelques-uns vont se retrouver certainement ostracisés quelque part. Ouais. Est-ce qu'ils vont rester ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on devra construire des murs pour continuer à filer la métaphore? C'est possible aussi. En tout cas, ce qui est sûr, il y a déjà un précédent un petit peu de guéguerre comme ça qui a mal tourné pour un, on en parlait tout à l'heure, c'est Microsoft et Google. Google a toujours, j'en ai parlé, je l'ai évoqué brièvement hier, tout à l'heure, pardon. Google a toujours refusé de porter ses applications sur le store de Microsoft. Et Microsoft avait, un peu comme Amazon, fait du coup sa propre version de YouTube, notamment pour servir les clients Windows Phone qui n'avaient pas YouTube. Donc là, c'était un peu compliqué. Donc Microsoft avait développé son propre YouTube. Et Google leur a coupé le tuyau en disant non, on ne veut pas que on veut que ce soit, d'une part, on ne portera pas notre logiciel sur votre plateforme, et en plus vous n'avez pas le droit de faire votre propre YouTube. Ça allait très loin, très très loin entre eux. Résultat des courses, il n'y a eu aucun logiciel Google sur la plateforme de Microsoft, et franchement il est très compliqué de travailler aujourd'hui, de proposer une plateforme sans avoir de logiciel Google. C'est juste c'est très compliqué. Ça veut dire qu'on passe par le navigateur aujourd'hui avec Google. Ouais, mais sur un enfin là, si on prenons le cas d'un smartphone, effectivement, sans appli Google Maps, sans appli Gmail, c'est beaucoup plus compliqué de la vendre. Donc c'est un petit peu la même chose là avec Amazon. Si on va dire effectivement, Emmanuel a raison, ils sont en train de négocier. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, ils disent on cherche un moyen pour que notre relation soit, ils ont toujours des mots, amazing, mutuellement bénéficiaire, etc., etc. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente, etc., etc. Il est possible que ça se fasse. Ça s'est pas fait pour Microsoft en tout cas. Là aujourd'hui, c'est terminé. Je pense qu'on verra jamais de soft. Bon, il faut jamais dire jamais, mais on verra jamais de soft Google pour l'instant. En tout cas, dans un forecast prochain, ça m'étonnerait qu'on voit du soft Google arriver sur Windows Store, peut-être, mais ça m'étonnerait fort. Et il se peut que ce soit la même chose avec Amazon, surtout que là, bon, on parle de Fire TV, ok, bon, ces petites boîtes, etc. Mais Amazon a créé un marché, celui de l'assistant domestique, avec l'Echo. Ça, c'est un marché qui est en train de naître. Où Google, tout le monde est sur ce positionne. Voilà, ou que Google d'ailleurs a complètement recopié sur Amazon. C'est clair. Donc, si maintenant, là, alors que le marché est en train de se créer, il y a une fonction évidente qui n'est pas possible, là, il va y avoir un problème quand même. Ouais, je pense que c'est vraiment le combat de l'avenir, il est là. Amazon a été pionnier sur les enceintes connectées, en rachetant Alexa et tout ça. Google est en effet venu derrière et annonce partout, tout le temps aujourd'hui, même si on ne comprend pas bien le business model. Google, c'était très bien pour vendre de l'AdWords. Comment on fait pour vendre de la pub sur un assistant vocal? On n'a toujours pas bien compris exactement. C'est carrément autre chose. Mais malgré tout, aujourd'hui, la moindre conférence Google, développeur, grand public, elle ne parle que de ça. Elle ne parle que d'intelligence artificielle. Et donc, vous avez en effet là une espèce de combat. Et puis, l'autre chose qui est en train d'arriver, c'est qu'Amazon est en train de devenir petit à petit, plus aux États-Unis qu'ici, mais c'est en train de se faire, un géant de la publicité en ligne. Et aujourd'hui, vous avez un duopole, c'est Facebook et Google, qui se partagent 85%, je crois, des revenus en ligne aujourd'hui dans le monde. Amazon pousse et Amazon pousse. Et donc, pour Google, ils voient arriver quelqu'un qui a un vrai business model sur l'assistant vocal, comme disait Eric, et en même temps, qui vient leur grignoter des parts de marché sur la publicité. Bah, évidemment, vous êtes un peu vénère quand même. Vous n'avez pas envie de vous retrouver entre l'enclume et le marteau. Et puis, c'est accessoirement le plus grand magasin au monde. Et en même temps, c'est un super gros supermarché. C'est-à-dire qu'eux, ils sont à l'origine. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Vous allez chez Google Shopping, des choses comme ça. Vous voulez l'acheter, vous allez chez Amazon. Demain, et même c'est en train de monter, on le sait bien, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez acheter? Je vais voir directement dans Amazon. Ouais. Donc on passe déjà on court-circuite d'une certaine manière Google. Donc là-dessus, il y a une vraie question qui se pose pour ces deux géants. Et donc, oui, il faut négocier dans ces cas-là. En tout cas, il faut négocier le temps qu'on a les moyens de négocier.
Mais bon, c'est vrai que prendre en otage comme ça le client final, c'est pas une bonne idée. Bah, On au se final, souvient, effectivement, ce sont les clients qui au niveau qui local, en pâtissent. entre Free et Google, notamment, pendant Oui, des mois, tout à fait. Ouais. Free YouTube, ouais. C'est pas encore réglé cette histoire. Aux heures de pointe, c'est pas facile d'avoir YouTube quand on est chez Free, Non, même puis quand on a la fibre. Et on le revoit avec Netflix aujourd'hui aussi. Et Netflix, la même mais manière. c'est ce que je disais en préalable de tout ça, la vraie question qui se pose, ça a été en effet, comme disait De Gaulle, il suffit pas de sauter comme un cabri sur sa chaise, mais la net neutralité, ça a été ça. On a sauté comme un cabri sur sa chaise en disant non, les principes. Oui, le problème, c'est que finalement, on a bloqué la discussion entre les grands géants pour savoir comment est-ce qu'ils allaient s'arranger pour que ça marche. Ouais. Parce que la question qui était celle qui était primordiale et celle dont on parle aujourd'hui, qui est pour le consommateur primordiale, c'est est-ce que ça marche ? Free, quand il a bloqué YouTube, enfin bloqué, non, je peux pas dire ça, mais quand ça ne marchait pas, YouTube chez Free, on va le dire comme ça, eh bien, la grande question qui était posée, c'était mais qu'est-ce que doit faire YouTube pour que ça marche chez Free ou chez d'autres ? Qu'est-ce que doit faire Netflix pour que ça marche chez YouTube, chez Free mais qui devait payer le tuyau, en gros, c'était ça. En gros, qui devait payer quoi ? Voilà, qui devait payer quoi ? Et Free ne voulait pas payer, Google ne voulait pas payer. Donc, au bout d'un moment. Et donc, en s'asseyant sur les principes dans cette histoire-là, ça n'avance pas. Bon, écoutez, j'espère en tout cas qu'on a fait un petit peu avancer votre réflexion sur ce sujet. Merci Eric Le Bourlou. Merci. Rédacteur en chef de 0net.com. Et merci beaucoup à Emmanuel Torregano d'Electronlibre.info. Vous restez avec nous pour que tout ça fonctionne. Alors même si vous avez une Fire TV, vous n'avez pas YouTube, il vous faut du Wi-Fi. On est d'accord ? Eh bien, on va en parler du Wi-Fi. Comment améliorer son Wi-Fi à la maison aujourd'hui ? Il y a pas mal d'innovations qui font qu'on peut avoir une super couverture assez facilement. À tout de suite, on en parle. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.